Est-ce qu'on en parle du fait que je viens de me taper une demi-heure d'enregistrement avant de me rendre compte que le micro était pas allumé et que je me suis tapé une demi-heure à parler dans le vide et je dois tout refaire. Salut tout le monde, on se retrouve sur une vidéo que j'avais annoncée qui va parler de la phobie que les gens ont des serpents. J'avais fait un petit short où je vous ai demandé de me dire dans les commentaires, donnez-moi les raisons principales de pourquoi vous avez la phobie des serpents, qu'est-ce qui ne vous plaît pas chez les serpents, et je suis là pour revenir sur le vrai du faux et de comment fonctionnent ces petites bestioles-là et pourquoi en général on en a peur. En France, on compte à peu près une grosse centaine d'espèces de serpents différentes et il y en a une petite trentaine seulement qui est venimeuse. Donc en France, nous avons, on va dire, ce qui est les plus connus, nous avons les couleuvres et les vipères. La petite différence très rapide, c'est que les couleuvres ne possèdent pas de venin et les vipères ont du venin. Mais attention, avoir du venin ne veut pas dire être agressif. Alors très vite fait, on peut aborder un petit sujet très rapide et très bref, pour passer vite dessus. On peut déjà savoir, il y en a plein qui vont dire que comment on reconnaît en France une couleuvre d'une vipère. Généralement, on va le reconnaître très rapidement, sans passer par la tête, sans passer par les yeux, ni rien du tout. On va souvent dire que les couleuvres sont beaucoup plus grandes que les vipères, qui sont en règle générale un tout petit peu plus petites. Généralement, les serpents qui sont non porteurs de venin, donc non venimeux, sont des serpents qui vont être relativement grands et qui vont avoir en fait, lors de leur technique de chasse, suffisamment de force et de technique pour pouvoir tuer et manger une proie sans forcément faire appel à du venin. Elles arrivent très bien à l'attraper, faire de la construction, s'enrouler autour et la manger naturellement. Tandis que généralement, si on prend l'exemple des vipères qui vont être des serpents un peu plus petits, que ça soit en termes de taille et de grosseur, il va leur falloir du venin parce que contre certaines proies, ça va être compliqué de les maintenir ou de les attaquer. Du coup, le venin va leur servir justement pour les paralyser, les tuer, afin de les manger. Le venin, c'est tout simplement une arme que certains serpents ont développée pour pouvoir tout simplement se nourrir et se défendre dans la nature. Alors, pourquoi, mine de rien, certaines personnes ont peur des serpents? Je suis quasiment sûr que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo et qui ont la phobie des serpents, qui disent « Oh là là, les serpents, j'aime pas du tout, ça me fait peur, j'en ai la phobie, ou ça me répugne, ou n'importe quoi », je suis quasiment sûr que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez eu aucun contact avec un serpent de votre vie. Quand je parle de contact, bien évidemment, je parle le fait d'en manipuler un ou même d'avoir vécu une mauvaise expérience. Parce que généralement, les personnes qui disent « Tiens, moi j'ai la phobie des chiens ou des chats par exemple », c'est des personnes qui, quand ils étaient plus jeunes, ou pas forcément, même dans leur vie, ont déjà eu une mauvaise expérience avec un animal, donc un chien ou un chat par exemple, qui se sont fait mordre ou griffer au point d'aller à l'hôpital parce que c'était très profond, etc. Donc ces gens-là ont développé une phobie suite à une mauvaise expérience. Mais pour ceux qui ont la phobie des serpents, je suis sûr que la plupart d'entre vous n'ont jamais vraiment eu de mauvaise expérience avec un serpent et n'en ont même, ça se trouve, jamais vu en vrai. Alors, si vous n'avez jamais eu de mauvaise expérience et si ça se trouve vous en avez jamais croisé, pourquoi en avez-vous peur? Je peux expliquer quelques facteurs très rapides, il y en a plein évidemment qui vont rentrer en compte, des facteurs, mais je vais citer, on va dire, les plus simples et les plus connus. Principalement, nous avons le cinéma et les reportages. Dans les reportages, généralement, on va vous présenter des serpents qu'on ne trouve pas en France, mais des serpents qu'on va trouver dans des endroits où il y a plein de bébêtes pas très cool, type Australie, Amérique du Sud, Mexique, etc. où va y avoir les plus gros serpents au monde et ceux qui ont des venins très puissants. On va vous les présenter sous un portrait monstrueux et chaotique avec le plus grand serpent du monde. Il fait 7 mètres, il peut vous étouffer en moins de 5 minutes, il a le venin tellement puissant qu'en moins de un quart d'heure, il peut tuer un homme et en moins de 5 minutes, il peut tuer un enfant et il peut recommencer comme ça des jours et des jours et des jours. On en trouve partout dans cette région d'Amérique du Sud et tout. Voilà, on va vous montrer des photos où il fait des attaques impressionnantes, où il va serrer ses proies, il va manger des proies qui sont
4 fois plus grosse que lui. On va vous dresser un portrait chaotique du reptile, alors que déjà, il ne faut pas oublier que tous les animaux, en règle générale, on peut leur brosser un portrait chaotique. Évidemment, on connaît tous le chien et le chat, par exemple, mais un chat peut vous griffer. Si on reste évidemment en France, évidemment, on va retrouver aucune de ces espèces-là. Les plus grands serpents qu'on va avoir vont faire, allez, 1,60 m dans les grandes couleuvres. J'allais dire pour les Pantherophis guttatus qui sont là, mais on n'a pas en France. De base, il n'y en a pas en France à l'état naturel des Pantherophis guttatus qui peuvent monter jusqu'à 1,80 m. C'est Pantherophis guttatus serpent des blés ou couleuvre des blés, donc une couleuvre pas du tout venimeux. Une fois adulte, hein, c'est pas plus gros que ça, donc on est loin du machin qui pèse 46 kg. Donc évidemment, quand vous allez regarder Arte ou des reportages, des mecs qui partent dans la jungle et tout, et qui vont voir des serpents et qui vont les montrer, généralement, on va pas vous dire à quel point ils sont fascinants, à quel point comment il y a des mutations qui sont magnifiques, quels sont leurs environnements, comment ils évoluent, comment ils se reproduisent, comment ils se déplacent, comment ils sont faits à l'intérieur, comme n'importe quel être vivant sur qui on pourrait faire un reportage. Non, on va vous montrer que ce qui fait le plus de buzz, ce qui fait le plus de vues et ce qui a le plus de sensations, c'est-à-dire les attaques, son venin exceptionnel, etc. Mais tout ça n'est pas en France. En France, les seuls serpents qui vont avoir du venin sont les vipères, et ce sont pas des venins qui sont très puissants. Hein. Évidemment, si vous faites mordre, parce qu'évidemment un serpent ne va mordre, il va pas vous piquer, on dit qu'un serpent vous mord, parce qu'il vient mordre, hein, tout simplement. Un serpent ne pique pas comme un frelon, il a rien au bout de la queue hein, pour vous piquer, ni une dent pointue vers l'avant, hein, il va vous mordre. Et il n'a pas de venin très puissant en France, je parle bien en France. Évidemment, si vous êtes allergique au venin, comme si par exemple vous êtes allergique aux piqûres de frelons, ça peut prendre des proportions importantes, comme tout. Et évidemment, au cinéma, le cinéma a un très grand rôle. Évidemment, quand ils vont créer un serpent dans un film d'horreur ou un film d'action, généralement, la plupart des serpents ne sont pas tous vrais. La plupart sont créés en post-production. Ils vont vous dire, avec un serpent dans le film, un serpent de 25 mètres qui fait 4 fois mon envergure, avec un venin surpuissant qui fait qu'une bouchée de vous. Tout ça, c'est 100% fiction, ça n'existe pas. En gros, vous n'allez pas avoir de serpent de 40 mètres et qui fait 150 kg et qui vous avale en une bouchée. C'est 100% cinéma. Tout ce que vous allez voir au cinéma, la plupart sont en post-production. Et alors, le peu qui sera vrai, ça va être des serpents, tout simplement, où ils vont montrer que le mauvais côté, c'est-à-dire que la personne se fait mordre, se fait attaquer, et en plus sans raison, alors que dans la vraie vie, un serpent n'attaque pas sans raison. Donc voilà, principalement, c'est sur ça que vont se fonder aussi les peurs et sur les croyances, parce qu'il y a beaucoup de désinformation, comme on connaît très mal ces bestioles, et comme elles sont réputées pour être mal aimées, eh ben la réputation va suivre. Hein. Donc vous allez entendre qu'un serpent c'est dangereux, les parents quand vous êtes petit, attention c'est dangereux, un serpent il peut t'attaquer, recule. Eh ben quand vous allez grandir avec ce référentiel-là, c'est normal que vous le conservez et même qu'il s'amplifie. Tout simplement, il s'amplifie avec le cinéma qui va vous montrer justement des images qui va aller dans le sens de vos croyances, c'est-à-dire quelque chose de très grand, de venimeux et qui attaque. Pareil dans les reportages, ils vont vous montrer que les pires moments, c'est-à-dire que le moment où ça va attaquer des petites souris innocentes alors qu'en fait il veut juste manger comme n'importe quelle espèce dans la nature et qu'il a besoin de vivre. En France, on est très loin de tout ça. En France, on a des petites couleuvres, on a des petites vipères, et je rappelle qu'en France, la plus grande partie de nos espèces sont protégées et inoffensives. Et je rappelle qu'avoir du venin n'est pas un signe d'agressivité. Le venin, chez les serpents, ça leur sert uniquement à manger et pas à venir vous péter la tronche. Un serpent attaque que uniquement s'il se sent menacé. Et encore, dans la nature, un serpent, face à vous, va avoir deux réactions. C'est-à-dire soit prendre la fuite, parce qu'il n'est pas bête, il sait très bien que vu l'envergure qu'on fait, l'odeur qu'on dégage, le son qu'on fait, etc., on n'est pas un adversaire de taille, on est un prédateur pour eux, donc le motif va être la fuite. Mais vous pouvez tomber sur des serpents qui vont vouloir se défendre, et ils vont aller par l'attaque, sauf que l'attaque, c'est vraiment une attaque défensive, vraiment pour se défendre, parce qu'admettons, si c'est une maman qui est en train de couver ses œufs ou ses petits, elle va vouloir défendre sa progéniture ou elle-même, comme nous dans la vie réelle. Du coup, elle va passer par l'attaque, je vais plutôt même dire de l'intimidation, pour vous dire change de chemin ou laisse-moi tranquille, moi je me protège et je protège mes gamins. Tout ça pour vous dire qu'au final, un serpent ne va pas vous attaquer par plaisir. À aucun moment, si vous êtes dans la nature et que vous êtes en train de vous balader, il n'y a pas un serpent qui vous a vu à 20 mètres et qui se dit tiens, pourquoi j'irais pas lui casser la tronche? Pas du tout.
Donc, pour en revenir sur les films et les reportages, etc., sachez que nous, ici, en France, on n'est pas dans un film ni dans un reportage, on est dans la vie réelle. Et dans la vie réelle, les serpents, la plupart sont inoffensifs, ils veulent vivre leur vie tranquille, ils ont plus peur de nous que nous avons peur d'eux. Et ils ne veulent pas aller au conflit, et ce sont des espèces très intéressantes. Principalement, beaucoup évidemment voient des vidéos sur internet d'attaques de serpents, de morsures de serpents, de personnes qui se sont fait mordre et ce qui se passe à la suite d'un venin. Mais tout ça, la plupart de ceux qui sont fait mordre par un serpent en France et qui simulent un venin très puissant, etc., c'est du fake, tout simplement pour faire des vues, parce qu'évidemment, une attaque de serpent va faire beaucoup plus de vues et de réactions et va faire réagir un maximum de personnes comparé à une pauvre couleuvre qui va passer à 5 mètres devant vous sans vous embêter juste pour aller tracer son chemin parce que c'est ce qui se passe dans la vie dans 99% du temps. Beaucoup ont peur évidemment du coup de sa morsure, mais ça je viens de l'expliquer. Beaucoup ont peur évidemment d'une de ses attaques principales, mais surtout aussi de sa constriction parce qu'un serpent quand on va attraper une proie, ça va s'enrouler autour et la manger. Alors pourquoi ça s'enroule autour? Déjà pour la tenir. Un serpent n'a pas de bras, n'a pas de jambes. Nous, quand on veut manger un truc, on a juste à le prendre et l'emmener à la bouche. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais un serpent, ça n'a pas de bras, ça n'a pas de jambes. Il y en a même certains, ça les dégoûte, ils vont dire « Ah, j'aime pas, ça rampe, ça va vite, ça se faufile partout ». Il y en a qui ont peur uniquement de ça, alors que l'espèce est inoffensive et n'a même pas de venin et veut même pas aller au conflit. Donc, quand ça va attraper une proie, le seul moyen de la maintenir en position, ça va être de l'attraper avec sa gueule et de s'enrouler autour et après de venir la manger. Mais ça c'est tout simplement naturel, mais ça va se faire uniquement avec ses proies, pas avec l'humain. À aucun moment, si vous dormez dans un champ, un serpent va venir et se dit un humain, mais c'est mon repas favori depuis des années et je bouffe que ça. Oh tiens, il y a un cou. Oh mais le cou, c'est le point faible de l'humain, c'est le point faible. Mais oui, je vais m'enrouler autour de son cou et le serrer jusqu'à ce qu'il meure étouffé. Non, ça, c'est les films, et on n'est pas dans un film, on est dans la vie réelle. Un serpent, même si une couleuvre, un de ces quatre, s'enroule autour de vous, elle n'aura jamais suffisamment de force pour vous étouffer, ni même vous faire un garrot suffisamment que pour votre main pourrisse en l'espace de 2 heures. Ce n'est pas possible, ils n'ont pas cette force, et il n'y a surtout aucun intérêt parce qu'il ne pourra même pas vous manger. Et même pour vous intimider, si vous venez l'enquiquiner, il va juste vous faire des tapettes sur votre jambe pour vous dissuader. Ils vont pas forcément vous lancer du venin, parce que le venin, ça sert pour manger. C'est important aussi à produire pour un serpent qui est venimeux. Ça leur coûte des protéines et de l'énergie pour produire du venin. Donc le venin, ils vont pas l'utiliser pour n'importe quoi. Ils vont l'utiliser uniquement pour manger. Et ils savent très bien que ça va être pour de la souris, de la chauve-souris, du rat ou du petit lapro, enfin du truc comme ça. Mais pour un humain, les petites vipères, ils vont pas forcément lâcher du venin, ni plus ni moins en grande quantité, quoi. C'est uniquement pour manger parce que c'est très coûteux à la production pour eux. Donc voilà, beaucoup ont peur qu'ils s'enroulent autour de vous et qu'ils vous étouffent. En France, ce n'est pas possible, ça n'arrive pas. Beaucoup aussi ont peur de la texture. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais ça doit être tout gluant, tout mouillé, tout gélatineux, tout collant, une peau de serpent quand on voit les photos, etc. » Voilà, on se rapproche encore une fois de plus de la photo, donc pas du réel, mais beaucoup en ont peur par rapport à ça, alors qu'en vrai, un serpent, ce n'est pas du tout gluant, ni visqueux, ni collant. Certes, ça a une peau qui est un peu brillante au niveau des écailles, mais ce n'est pas du tout gluant, ni mouillé. Si vous touchez un serpent, peu importe l'espèce, que ce soit de la couleuvre, du python ou de la vipère, vous allez voir que ce n'est pas du tout gluant. Ça a un effet au regard brillant qui peut s'apparenter à du gluant, mais non. C'est un petit peu, alors je sais pas trop à quoi vous comparez le toucher d'une peau de serpent, sachant que c'est des écailles, un peu comme des écailles de dragon. Bon, c'est qu'on n'a pas de dragon, mais vous voyez schématiquement l'écaille de dragon qui est généralement à peu près comme ça. Vous voyez que c'est à peu près dur et aussi un peu lisse, un petit peu rugueux. La peau du serpent, c'est à peu près pareil, sauf que c'est relativement lisse, hein, c'est un peu comme un avant-bras, vous voyez là où on n'a pas de pilosité. C'est à peu près mou, enfin mou. Pas vraiment mou parce que c'est des écailles, donc il y a quand même un côté rigide, mais il y a aussi un côté quand même relativement souple et lisse, voilà. Mais ce n'est pas du tout gluant. C'est un peu comme si vous touchez, je sais pas, du cuir de sac à main ou du cuir de fauteuil dans les voitures par exemple.
C'est pas vraiment cette sensation-là, mais on s'en rapproche un peu. Enfin, du moins, on s'éloigne surtout du fait que c'est gluant, rugueux et tout collant. C'est pas du tout comme ça. Il y en a aussi qui vont se dire, ouais, mais ça doit être tout froid parce que les serpents ont le sang froid. Là encore, c'est une erreur, hein, évidemment, que l'on fait. C'est de la légende urbaine, comme beaucoup de choses qui se passent sur les serpents, mon Dieu. Un serpent n'est pas à sang froid. Un serpent a le sang tempéré. En fait, un serpent ne se thermorégule pas. J'explique. Nous, les humains, on se thermorégule, c'est-à-dire qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, notre corps arrive à adapter sa température interne pour rester approximativement à une température de 37 degrés. Un serpent n'a pas cette capacité-là. S'il fait froid dehors, sa température corporelle va descendre et va se rapprocher de la température extérieure. S'il fait chaud, évidemment, sa température corporelle va grimper et va prendre évidemment la température extérieure. Pourquoi alors du coup on dit pourquoi alors ça n'a pas le sang chaud? Parce que quand ils sont au soleil et qu'il fait chaud, ils sont forcément chauds. Oui. Alors tout simplement, les serpents, la plupart du temps où ils vont sortir dans la nature, ça va être principalement le soir ou la nuit. C'est là où on va plus souvent les voir. Sachant que quand ils se faisaient attraper par l'humain le soir, la température étant tombée, le soleil n'étant plus là et eux sortant, évidemment, ils auront le corps froid parce que, évidemment, on est en début de soirée, le soleil est parti, ils n'ont plus de moyens de chauffage, donc ils sont froids. Donc là, on va dire, un serpent, c'est rentré un peu comme ça dans les dires, etc., que le serpent était une espèce qui a le sang froid, alors que pas du tout, ça ne se thermorégule pas, et ça aura uniquement la température de l'environnement où il se situe à ce moment-là. Donc si vous allez en voir un en plein été qui est en train de bronzer au soleil, si vous le prenez, ce que je vous conseille pas de faire d'ailleurs, c'est ridicule, vous allez pouvoir voir de toute façon qu'il est chaud, donc il n'a pas le sang froid. Donc voilà, principalement, c'est ça qui fait la phobie. Beaucoup en ont peur, voilà, quand on a peur d'un chien ou d'un chat, c'est parce qu'on s'est fait mordre, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne se sont fait jamais attaquer par un serpent. Et du coup, la seule information qui va être à votre disposition pour entretenir votre phobie, ça va être vos croyances et ce que vous allez pouvoir retenir du cinéma, enfin de ce que vous allez pouvoir en interpréter du moins, du cinéma et des reportages. Parce qu'évidemment, c'est que des procès, ils vont vous brosser un portrait chaotique pour pouvoir, et un portrait monstrueux pour pouvoir faire des vues, de l'audimat, des rentrées de cinéma et pour créer de l'action. Alors que si je reste en France, vous n'avez rien de tout ça. Pas de serpents de 15 mètres qui sont énormes avec un venin extrême et qui vous attaquent sans raison. C'est purement de la fiction. Et même si vous regardez mes autres vidéos en général, où j'ai de la manipulation, que ça soit avec de la gutatus ou du python, vous allez pouvoir voir qu'à aucun moment je me fais attaquer. C'est inoffensif du moment que vous les laissez tranquilles. Si vous allez vers un serpent et que vous lui mettez des claques dans la tête, il va vouloir se défendre, mais ça c'est naturel. Vous ne pouvez pas lui en vouloir de vous attaquer parce que vous l'emmerdez. Donc voilà, c'est une vidéo vraiment très courte que j'ai fait sur la phobie. Je pourrais en parler évidemment des heures parce que des raisons de phobie, il n'y en a pas qu'une évidemment pour chacun et chacune. Des légendes urbaines sur les serpents, comme le sang-froid, le fait que ça attaque, qu'il y en a de 15 mètres, qui ont un venin puissant, qu'en France, ils peuvent remonter par le trou des chiottes et vous manger le trou de balle. Enfin, tout ça, évidemment, il y a plein de légendes urbaines et de cas extrêmement rares qui sont arrivés, mais qui vous arriveraient jamais dans la vie de tous les jours. Voilà, il y a tout à remettre en contexte, mais je peux pas faire une vidéo parce que ça durait énormément de temps. Je vais sur le principal et sur ce que les gens me disent, qui reviennent en général, évidemment, quand je dis à quelqu'un pourquoi t'as peur des serpents, j'ai peur parce qu'il y a du venin, parce qu'il peut me serrer, parce que ça se trouve c'est gluant, alors qu'en fait c'est que des on-dit et c'est vraiment à recontextualiser. Les serpents sont des espèces vraiment très fascinantes. Quand je vais vous dire ça, vous allez dire oui, mais je m'en tiens loin. Mais tout simplement, c'est parce que vous ne les connaissez pas. Je vous invite du coup, pour ceux qui en ont peur, à se renseigner sur ces espèces, à regarder les mutations qui existent, à voir comment ça vit. Même si ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé d'être un professionnel, ni un véto, ni un passionné, ni en avoir chez vous pour vous y intéresser. Juste seulement quelques recherches des recherches sérieuses évidemment, hein, sur TikTok ça compte pas, parce que pareil vous allez avoir des tableaux brossés un peu chaotiques aussi, parce qu'évidemment il faut faire des vues sur TikTok pour qu'on soit rémunéré. Je suis pas rémunéré par TikTok, je le précise. Donc du coup évidemment c'est que des mauvais côtés que vous allez pouvoir voir. Donc si vous vous intéressez du bon côté à voir comment ça vit, quelle espèce il existe en France, et que vous allez voir qu'en final c'est pas dangereux, c'est inoffensif, c'est protégé, et qu'au final, si vous en manipulez, que vous en avez chez vous,
et bien vous allez voir qu'au final, mais c'est pas du tout à ce à quoi vous croyez depuis le début. Sur ce, j'espère vous avoir fait à peu près comprendre 2-3 rudiments qui sont vrais et réels dans le contexte sur les serpents, surtout de ceux qu'on a en France. Je parle bien de en France, évidemment. Donc vous pouvez vous balader dans les rues ou dans les campagnes de France tranquillement. Ne vous amusez pas à les embêter. Si malheureusement vous vous faites mordre par un serpent, vous désinfectez, vous surveillez, et si vraiment il y a urgence, vous allez consulter un médecin. Mais déjà, le fait de désinfecter et d'identifier le serpent, ça aussi c'est important, apprendre à savoir identifier un serpent, ne serait-ce déjà identifier une couleuvre d'une vipère. Déjà, pour moi, c'est un des premiers rudiments à avoir, ne serait-ce que dans la vie générale, ne serait-ce qu'en culture générale. C'est déjà très très bien de savoir les identifier. Et après, de les connaître, ça peut vous permettre d'adapter votre comportement. Et c'est aussi très intéressant. Pour vous dire en conclusion que la phobie que vous avez des serpents pour la plupart n'est pas fondée, n'est pas sur des choses qui sont réelles et concrètes. C'est principalement sur ce qui a été dit au cinéma ou dans les documentaires ou de ce que vous a dit quand vous étiez plus jeune, c'est-à-dire attention, c'est dangereux, etc. Mais comme vous en avez jamais vraiment fait les frais et que vous en êtes arrêté sur ces dires-là, évidemment, vous allez grandir avec les convictions que c'est dangereux, que c'est venimeux. Et du coup, bah voilà, vous allez, si vous vous renseignez pas plus dessus ou si vous y intéressez pas, vous allez grandir avec ça, alors que c'est pas plus dangereux qu'un chat, qu'un chien, qu'un oiseau, etc. Parce qu'évidemment, tous les animaux qu'on a sur Terre sont potentiellement dangereux. Un chat, un chien, un oiseau, un hamster, tout est susceptible de vous mordre. J'évite de trop m'étaler, peut-être que je ferai une autre partie si cette vidéo vous intéressait. Je vous invite, c'est rare que je le dise, mais je le dis, voilà. Je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu et si elle a permis de vous rassurer un minimum, et de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu. Tout ça, c'est gratuit, enfin c'est pas cher. Et moi, ça me permet d'avoir un peu de visibilité et ça me montre aussi que ce que je vous propose en termes de vidéos vous convient et vous intéresse un minimum. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!